En tant que médecin généraliste depuis plus de 10 ans, une question très classiquement posée en consultation, c'est j'ai fait un test de grossesse, il est positif, qu'est-ce que je dois faire? Et en plus de ça, je vais avoir une double expérience parce que je suis actuellement enceinte de mon 3e enfant. Donc j'ai été des deux côtés de l'expérience. Donc je vous partage tout ça dans quelques instants. Alors, première chose à préciser, c'est que tout ce qui va suivre va concerner les grossesses qui sont dites simples, qui sont dites non pathologiques. Après, dans tous les cas, si vous avez des doutes concernant ces questions-là, c'est toujours conseillé, ça ne remplace pas une consultation, toujours conseillé de consulter. Et puis la deuxième chose à dire, c'est que tout ça, ça va surtout concerner les patientes qui sont suivies en France, même si clairement ça se base sur des choses qui sont internationales et qui vont être valables dans plein d'autres pays. Alors la première chose, quand les patientes arrivent avec cette question, j'ai fait un test, il est positif, qu'est-ce que je dois faire? Souvent on précise si c'est un test urinaire, ce qui est le cas dans la plupart des cas. Et en fait, la question que les patientes posent, c'est est-ce que je dois confirmer par une prise de sang? Eh bien, pas forcément. En fait, ces tests urinaires vont être tellement fiables dans le sens le test est positif que vraisemblablement il y a vraiment une grossesse. Et là encore, ça va vraiment concerner hors contexte particulier, par exemple hors contexte de PMA, de procréation médicalement assistée. Et d'ailleurs, le bilan qui est préconisé par l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, ne préconise pas de faire un contrôle sanguin de l'HCG, des bêta-HCG. Après, en pratique courante, ils sont quand même prescrits et dosés parce que pour l'inscription à la maternité, par exemple, c'est demandé. Alors, vous allez voir par la suite, je me suis largement basée sur les recommandations de l'HAS pour détailler ce qui va être fait au décours de cette consultation. La première partie de cette consultation va comporter tout ce qui va être l'aspect clinique. Donc, on va reprendre les antécédents de la patiente pour déterminer s'il s'agit d'une grossesse simple ou s'il s'agit d'une grossesse pathologique. On va examiner les gens, on va leur prendre la pression artérielle, les peser pour avoir le poids de début de grossesse. On va ensuite refaire un point sur tout ce qui est aspect gynéco, vérifier la date du dernier frottis par exemple. Et puis, on va aussi vérifier tout ce qui va être vaccin, et notamment le vaccin vis-à-vis, le DT polio coqueluche, et aussi chez le partenaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, une coqueluche néonatale, c'est très très grave. Donc, il faut que les deux partenaires soient vraiment immunisés vis-à-vis de la coqueluche. Ensuite, on va prescrire un bilan sanguin de début de grossesse qui va comporter plusieurs choses. Alors notre obsession en tant que professionnel de santé, ça va être de déterminer le groupe et surtout le résus, si la patiente est de résus positif ou si elle est de résus négatif. Si elle est de résus positif, c'est assez simple. En revanche, si elle est de résus négatif, ça ne va pas être extrêmement compliqué, mais ça va impliquer des précautions. On va mettre en place des mesures dans certaines situations et donc il faut bien connaître très rapidement le résus positif ou négatif de la patiente. Alors on va aussi chercher à déterminer le statut sérologique vis-à-vis de la rubéole et de la toxoplasmose par exemple. Là ça va être encore mieux si on a fait une prise de sang avant la grossesse parce que parfois on peut avoir une toxoplasmose faiblement positive. Donc si ça a déjà été dosé avant, ça nous permet de savoir que c'était déjà le cas avant la grossesse. Bon, après, il y a toujours des solutions, hein, mais c'est plus simple si on le savait avant. Ensuite, on va faire de façon classique tout ce qui va être le bilan infectieux, sérologique. On va faire tout ce qui va être recherche d'anémie, et notamment, ça peut être intéressant de doser le fer, même si ce n'est pas obligatoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la grossesse, donc les anémies, une anémie, c'est grosso modo la quantité de globules rouges. Les globules rouges, c'est ce qui nous permet de transporter l'oxygène, donc ce qui va nous permettre d'être en forme concernant la maman, et que bébé grandisse bien concernant le fœtus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la grossesse, ce qui est vraiment très fréquemment constaté, c'est que le taux de fer, il diminue de façon très importante tout au long de la grossesse. Donc si on est déjà un petit peu limite en début de grossesse, ça va être vraiment très intéressant
de proposer une supplémentation dès ce moment-là pour essayer de prévenir ces effets-là. Ensuite, on va doser la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et les normes vont être vraiment très très strictes pendant la grossesse, bien plus strictes que ce qu'on va tolérer dans la population générale. Pourquoi? Parce qu'un diabète gestationnel, ça peut donner des complications chez la maman, chez le bébé. Et si les taux sont au-dessus de ce qui est attendu, ça va impliquer dès le début de la grossesse de mettre en place une prise en charge spécialisée. Ensuite, dans les urines, on va doser également le sucre, donc la glycosurie, et on va aussi doser les protéines. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va répéter tous les mois, parce que ça va nous permettre de surveiller qu'il n'y ait pas des complications qui peuvent survenir. Ça peut être notamment un peu plus tard dans la grossesse. Dans les urines, on va également chercher tout ce qui va être infection urinaire de façon assez classique. Et alors ça, c'est vraiment le bilan, on va dire, de tout début de grossesse. Et puis un petit peu plus tard, au cours du premier trimestre, on va proposer à la maman, si elle souhaite faire une recherche de trisomie 21. La recherche de trisomie 21, elle va être basée sur des résultats échographiques, sur des résultats liés à la maman et sur des résultats dans une prise de sang. Alors, ce qu'il faut comprendre concernant la recherche de trisomie 21, c'est que c'est un résultat qui va être exprimé sous forme de risque, qui va être exprimé sous une forme de probabilité. Donc, par exemple, si on vous rend un résultat, un risque inférieur à 1 sur 1000, les recommandations, ça va être de s'arrêter là parce que la probabilité est très 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 faible. Au contraire, si la probabilité est très élevée, par exemple supérieure à 1 sur 50, on va d'emblée vous proposer un examen qui s'appelle une amniosynthèse. Donc c'est un examen qui est un petit peu invasif et qui consiste en un prélèvement directement au niveau de l'embryon, de matériel qu'on va analyser pour savoir ce qu'il en est. Et puis après, il va y avoir tout ce qu'il y a entre les deux. Et dans ces cas-là, on va faire des examens un petit peu complémentaires, notamment un test qui s'appelle le DPNI, et qui va consister en une analyse de l'ADN du fœtus qui peut circuler dans le sang de la maman pour avoir plus de précision par rapport à ce qu'il en est. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois ces tests sont un petit peu longs à recevoir, donc ça peut être assez anxiogène pour la patiente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si par exemple on vous rend un résultat de 1 sur 500 et que du coup on vous dit il faut compléter, il faut explorer, il faut aller un petit peu plus loin, alors pas de panique non plus, ça veut dire qu'il y a une chance sur 500, donc 1 sur 500, concrètement ça veut dire qu'il y a une chance sur 500 que bébé présente la maladie. Donc voilà, ça reste quand même une probabilité qui est pas hyper élevée. Ensuite, vous noterez que dans le bilan qui est préconisé par l'HAS, on n'a pas parlé du CMV. Le CMV, c'est quoi? C'est un virus qui peut être présent dans les sécrétions des enfants en bas âge et qui peut donner des complications chez le fœtus. C'est pas systématique, hein. C'est pas parce que la maman fait une infection au CMV que le bébé aura systématiquement les complications. Alors, pourquoi on le dose pas? D'ailleurs, il n'est pas dosé non plus dans la maternité où je suis suivie, qui est une maternité de niveau 3, qui est vraiment super. Et pour le coup, je suis assez d'accord. C'est pas dosé parce qu'on n'a pas grand-chose à proposer derrière, contrairement à la toxoplasmose, par exemple. Mais ça va être quand même très important de mettre en place des mesures préventives, d'hygiène. Voilà, l'idée, c'est d'éviter de moucher un enfant en bas âge, ou si on n'a pas le choix, on se lave vraiment bien les mains derrière. Si vous avez des enfants en bas âge qui portent des couches, de bien se laver les mains derrière. Voilà, des mesures simples qui permettent d'éviter le CMV. Une autre question qui est fréquente, c'est on demande de doser de façon répétée, même une deuxième fois, des bêta-HCG pour vérifier qu'ils augmentent bien. Alors ça, premièrement, ça n'a aucun intérêt. Et deuxièmement, c'est hyper anxiogène. Parce qu'il y a des fois où ça augmente un petit peu moins que ce à quoi ça pourrait s'attendre. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de pathologique derrière. Donc ça, aucune recommandation, il faut franchement éviter de le faire. Hors contexte
pathologique particulier, mais dans ce cas-là, ça vous sera prescrit par un professionnel de santé. Mais c'est en aucun cas à faire en systématique. Ensuite, on va avoir toute la partie qui concerne les échographies. Alors, les échographies obligatoires, encore une fois en France, vont se situer de autour 12 semaines d'aménorrhée, 22 semaines d'aménorrhée et 32 semaines d'aménorrhée. On a la première écho qu'on va réaliser donc, autour des 12 SA, donc entre 11 et 13 SA. Donc ça veut dire qu'en théorie, on n'a pas d'écho avant 12 semaines. Après, concrètement, on va quand même fréquemment prescrire ce qu'on appelle l'écho de datation, parce que dans de nombreux cas, voilà, soit on n'a pas de date de dernière règle fiable, soit on a des cycles vraiment très irréguliers, et on va être amené à prescrire cette échographie de datation. Et donc, j'en profite pour expliquer, pareil, une question qui revient très fréquemment en consultation, c'est j'ai un résultat de bêta-HCG, est-ce que vous pouvez dater la grossesse? Eh bien non, on ne peut pas se baser sur les résultats sanguins pour dater une grossesse, c'est pas fiable, même si parfois dans certains résultats, on a un tableau en dessous, on ne peut pas se baser sur un résultat sanguin, ça va être vraiment l'échographie qui va nous permettre de dater la grossesse. Et d'ailleurs, en France, encore une fois, on doit faire la déclaration de grossesse avant les 14 semaines d'aménorrhée. Et on va vraiment uniquement se baser sur le résultat de l'échographie du premier trimestre pour dater la grossesse. Et donc, avec l'échographie, que ce soit l'échographie de datation ou l'échographie du premier trimestre, on va avoir une DDG, donc une date de début de grossesse. Et donc, cette date de début de grossesse, elle peut aussi nous permettre d'estimer la DPA. On va prendre un exemple, DDG, donc date de début de grossesse estimée par l'échographie au 1er janvier. Ça veut dire qu'une grossesse, ça dure 9 mois, donc on va ajouter 9 mois, donc on va arriver à une DPA au 1er septembre. Et c'est comme ça aussi qu'on compte à combien de mois, entre guillemets, on est. Par exemple, DPA 1er janvier, le 1er avril, on est à donc 1er février, 1er mars, 1er avril. On a fait 3 mois pleins et on commence le 4e mois. Parfois, on voit des tableaux où les gens posent la question de correspondance entre semaine d'aménorrhée ou mois. Alors, c'est pas possible de faire ce genre de correspondance. Pourquoi? Parce que les cycles sont variables d'une personne à l'autre, ils sont plus ou moins longs. L'ovulation, elle peut survenir à des moments différents. Donc, on ne peut pas faire de traduction ou d'équivalence mois et semaine d'aménorrhée. Après, on peut faire un truc à peu près, mais voilà, c'est pour ça qu'on a des différences entre les patientes quand on compte en termes de mois ou de semaines d'aménorrhée. Ensuite, on revient à notre déroulé de cette première consultation de grossesse. On va pouvoir revoir tout ce qui est règles liées à l'hygiène de vie, donc pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue, éviter une prise médicamenteuse sans un avis médical ou auprès de votre pharmacien. Donc les règles alimentaires classiques, ça va être, je ne vais pas rentrer dans tout, ça ne va pas être du tout une liste exhaustive, mais grosso modo, bien laver la viande, bien laver les fruits, les légumes, bien cuire la viande, bien cuire les poissons, ne pas manipuler la litière des chats directement, bien nettoyer le frigo, voilà. Et puis un grand classique qu'on va aussi souvent passer, c'est qu'on peut congeler des sushis par exemple, et qu'après c'est ok pour les consommer. Donc non, c'est pas du tout quelque chose qui est possible. Pourquoi? Parce que l'hystéria, donc la maladie l'hystériose et la bactérie Listeria, c'est une bactérie qui résiste au froid. Et la seule façon de l'éradiquer, c'est vraiment de bien cuire le poisson. Donc non, la congélation n'est pas une méthode qu'on peut considérer comme safe pour une consommation au cours de la grossesse. Ensuite, il va y avoir la partie complément alimentaire. Et donc, il va y avoir deux choses qui vont être importantes. Ça va être la supplémentation en acide folique, en vitamine B9, pour optimiser le développement, notamment neurologique, de l'embryon. Et ça, c'est encore mieux si on a commencé 3 mois environ avant la conception. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une supplémentation en fer, c'est aussi souvent utile. Donc, sur le plan scientifique,
Il n'y a pas besoin d'une liste longue comme le bras de compléments alimentaires qui ne vont pas être pris en charge, qui vont coûter un bras justement. Voilà, on fait simple. Ensuite, on va évoquer tout ce qui va être lié au reste du suivi. Donc déjà, choisir qui va suivre la grossesse. Donc ça peut être un gynéco, ça peut être une sage-femme, ça peut être un médecin généraliste qui a l'habitude d'assurer ce genre de suivi. Et là, c'est comme vous voulez. Après, si vous voulez des grandes lignes, grosso modo, le gynéco, il va plutôt assurer des suivis de grossesse pathologiques, alors qu'une sage-femme va plutôt assurer des grossesses simples, sans complications. Et puis là, ça peut être intéressant que je vous donne mon expérience personnelle, parce que pour les 3 grossesses, j'ai fait 3 types de suivis différents. La première grossesse, j'ai été suivie par une sage-femme. C'était super. J'avais pas d'antécédents particuliers, donc c'était particulièrement adapté. Et puis, il y avait un aspect très physio, très nature. On avait eu des cours de préparation, on avait eu du yoga prénatal. Donc ça, c'était pour ma première grossesse. Et puis, en fin de grossesse, j'ai eu des complications avec hospitalisation. Du coup, pour ma deuxième grossesse, je me suis... Oui, parce qu'en plus, pour la première grossesse, ce qui était un peu frustrant, c'est que la sage-femme... Il y a certaines sages-femmes qui en ont, mais celles qui me suivaient n'avaient pas d'appareil écho. Donc, j'avais eu simplement les 3 échos obligatoires. Donc, j'avais trouvé ça un tout petit peu frustrant. Et donc, pour la deuxième grossesse, je me suis orientée plutôt vers un gynécologue, une gynécologue. D'abord parce que, à cause de mes antécédents, c'était ce qui était préconisé. Et deuxièmement, j'en ai choisi une qui avait un appareil écho. Et là, j'avais ma petite échographie tous les mois. C'était top. Donc ça, c'était pour ma deuxième grossesse. Et puis, il se trouve que j'avais moins besoin des cours parce que je connais très bien ça pour la deuxième grossesse. Et puis, pour ma troisième grossesse, encore quelque chose de différent. Là, je suis suivie dans une maternité qui assure les consultations depuis le début de la grossesse. Et donc, c'est une gynéco de l'hôpital qui assure le suivi. Donc là, j'ai pas non plus d'échographie tous les mois. Mais là, j'en ressens moins le besoin. Si vous souhaitez, vous pouvez faire en parallèle un suivi gynéco en ville. Hein. Comme ça, vous aurez vos échos. Mais pour moi, pour le coup, le suivi de l'hôpital, je les trouve super. En plus, ce qui me semble vraiment très important et le plus important, ils sont hyper à l'écoute, alors que les pauvres, ils ont l'air d'être hyper débordés et ils arrivent quand même à être empathiques. Donc voilà, c'est vraiment un suivi qui me correspond vraiment parfaitement bien. Donc ça, c'est mes 3 exemples de suivi qui, pour le coup, ont été complètement différents pour les 3 grossesses. Donc voilà plusieurs aspects qui peuvent vous permettre de faire votre propre choix et de choisir ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, on évoque avec les patientes le projet de naissance, donc ce qu'elles souhaiteraient pour leur suivi. Quelque chose de plutôt physio, nature. Il y a certaines maternités qui sont très axées voilà, salle physio avec des baignoires, avec des ballons, etc. Et il y a des maternités qui vont être vraiment axées médicales. Il y a une classification, maternité niveau 1, 2 et 3. La 1 étant la moins médicalisée et la 3 qui est capable d'assurer toutes les prises en charge possibles et notamment qui peuvent prendre en charge des nouveau-nés dans un cas de très grande prématurité par exemple. Après ça devient de moins en moins vrai parce qu'il y a des maternités de niveau 3 qui développent des salles physio aussi. Donc voilà, on peut commencer déjà à évoquer le projet de naissance, ce que les patientes souhaiteraient pour leur suivi de grossesse et pour leur accouchement. Et enfin, on va aborder le choix de la maternité. Alors ça dépend des endroits. Moi j'habite à Paris, donc il faut s'inscrire à la maternité très rapidement. Pour moi, personnellement, je me suis inscrite à environ 5-6 semaines d'aménorrhée. Parce que moi j'habite dans un secteur, je suis à moins d'1 kilomètre d'une maternité de niveau 3 qui est hyper demandée. Donc je savais qu'il fallait aller vite. Après, partout ailleurs, je crois qu'on a clairement bien plus le temps que ça. Mais ça vaut quand même le coup de commencer à se renseigner assez vite pour avoir tous les choix possibles.
Ensuite, il va y avoir le choix du public versus le privé. Donc, grosso modo, dans le privé, on va essayer d'avoir le plus possible un seul interlocuteur pour votre suivi, qui pourra être même celui qui pourra assurer l'accouchement. Bon, après, c'est pas toujours possible, mais c'est l'idée un peu du privé. Et en face, on va voir tout ce qui va être maternité publique. Où, par exemple, pour mes deux premières grossesses, j'avais pas eu de chambre simple quand j'avais été hospitalisée. J'avais un interlocuteur à chaque fois différent. Bon, ça peut perturber certaines patientes. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Mais là, encore une fois, ça commence à devenir de moins en moins le cas. Parce que toujours dans ma super maternité où je suis suivie, je suis suivie que par une seule gynéco qui connaît du coup très 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 bien mon dossier, qui est super. Et je sais que c'est un effort qui est fait par la maternité, que ce soit toujours le même interlocuteur pour tous les suivis, pour toutes les consultations. Et puis en plus, il y a eu des travaux. Il se trouve que j'étais étudiante dans cette maternité-là, donc il y a bien 15 ans. Et qu'à l'époque, c'était vraiment la maternité à l'ancienne, et que depuis, elle a été rénovée. Donc là, il me semble qu'en plus, il n'y a que des chambres simples, alors que je suis dans une maternité complètement publique. Donc voilà, ce qui était très 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 vrai a tendance à moins le devenir. Mais voilà, ça peut être des axes intéressants à connaître pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà pour tout ce qui va être grosso modo quoi faire quand on a un test de grossesse positif et qu'on souhaite être prise en charge pour cette grossesse. Je peux avoir oublié des choses, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des précisions à apporter. Je me ferai vraiment un plaisir de lire tout ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est des sujets qui vous intéressent, sachant que là je suis enceinte, donc je suis à fond dedans. Après il y aura d'autres thèmes que je vais aborder, divers et variés. Je vous dis à très bientôt. Bye.